au kidnapping du sous-préfet dans la région du Sud-Ouest. Et puis par rapport à la gestion des catastrophes, il faut qu'il n'y a pas assez de prévention et une réaction tardive. Vous savez, la représentation nationale est préoccupée à juste titre. Mais pourquoi? Moi, je dis que la gesticulation ne fait pas partie de l'administration. Le sous-préfet a été kidnappé le 1er octobre vers 3 heures du matin. J'ai longuement discuté avec le gouverneur entre 3h et 4h du matin pour essayer de voir dans quelles circonstances il a été kidnappé. Et aussitôt, le gouverneur a mis en place une cellule de crise, n'est-ce pas, pour chercher les renseignements prévisionnels ou les informations pouvant nous conduire à localiser où se trouvait le sous-préfet. Selon toute vraisemblance, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas en territoire camerounais, ce qui rend les recherches plus difficiles. Mais quand cela ne tient, le président Paul Biya, qui a été informé le même jour du kidnapping de ce sous-préfet, a donné des instructions fermes de tout mettre en place afin qu'il soit libéré. S'il était sur le territoire camerounais, ça aurait été plus facile. Maintenant, il est évident qu'il n'est pas ici, donc il faut maintenant discuter avec un pays voisin et nous allons suivre les discussions selon les autres instructions du chef d'État afin qu'il soit libéré. Vous savez, nous avons appris que les terroristes demandent, je ne sais pas, des montants. Vraiment, bon, je ne veux pas commenter sur ça, mais la logique républicaine ne détruit pas le chef d'État, c'est tout mettre en œuvre pour qu'il soit libéré dans les meilleures conditions. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire que le gouvernement... Nous, on a fait, vous savez, il y a eu beaucoup de communication. Le gouverneur tient des réunions, il est descendu sur place, il a parlé avec plusieurs personnes. Il a demandé que ceux qui ont les informations qui peuvent nous aider à localiser le sous-préfet qui donne. Alors, ces informations ont été portées, n'est-ce pas, à la connaissance des forces de maintien de l'ordre. La stratégie que nous avons, on ne peut pas le dévoiler ici, mais nous pensons qu'il a été enlevé par les terroristes. Vous savez, dans le principe d'un État, on ne négocie pas avec les terroristes. Donc nous discutons avec les partenaires, pour assurer la sécurité du sous-préfet enlevé et voir comment il peut être libéré dans les meilleures conditions et afin qu'il regagne son poste de commandant. Donc c'était normal que je sois interpellé par les députés, c'est tout à fait normal. Maintenant, s'agissant des projets de loi que j'ai défendus, sur la protection civile ou sur la coopération de la police, je crois que nous sommes en phase avec les recommandations de l'ONU et de l'Union africaine. Vous savez, la police travaille en synergie avec les autres polices. Donc c'est un cadre juridique qui permet une meilleure collaboration pour les services de la police de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Et toutefois, j'ai insisté en disant que l'Interpol est mondial. Bonjour, nous ne pouvons pas avoir des gens qui vous disent qu'ils luttent pour le changement, mais sont curieusement incapables de lever le petit doigt lorsque la tendance extrémiste du régime broie une organisation, un média ou une personne qui milite pour le changement. C'est totalement absurde. Même si vous avez des divergences entre vous, vous devez savoir les taire parce que ce qui arrive à l'ocre aujourd'hui pourrait vous arriver demain ou alors ça vous vise vous-même sans que vous ne le sachiez. Les gens cherchent seulement les candidatures uniques de l'opposition, mais sont incapables de lever le petit doigt lorsqu'une personne ou une structure qui défend un Cameroun debout est attaquée ou persécutée. Aujourd'hui, nous avons le cas du REDAC, les leaders politiques qui naissent chaque jour au Cameroun, les partis politiques qui vous disent qu'ils rêvent d'un Cameroun nouveau, les candidats à la prochaine présidentielle qui poussent comme les champignons. Vous avez entendu qui d'entre eux condamner cet acharnement. Même ceux qui veulent l'opposition unifiée, ceux qui en veulent à ceux qui sont actifs et évitent de se coller à eux parce qu'ils savent qu'ils sont des paresseux ou des opportunistes. Ils n'en parlent pas. Un opposant ou un parti de l'opposition, ce n'est pas se pavaner sur Facebook avec des histoires à dormir debout. Un leader de l'opposition ou de la société civile, ça mouille le maillot et ça prend des risques. Un leader de l'opposition ou de la société civile, c'est l'intervention face à toute forme de persécution. Ce n'est pas une affaire de Photoshop sur les réseaux sociaux. Hier, nous parlions de l'attentisme, de la naïveté ou de la complaisance. Ceux du changement qui restent indifférents et se moquent de la persécution dont est victime le REDAC aujourd'hui. Vous pensez que les fondamentalistes
fondamentalistes sont bêtes. Depuis, ils ont leur tête tournée vers 2025 et éventuellement vers leur gré à gré en cas d'absence du président. Vous ricanez, vous prenez des situations graves et stratégiques des fondamentalistes pour des épiphénomènes, pour des faits divers, mais c'est de la stratégie chez les autres. Ils préparent violemment leur 2025 et éventuellement leur gré à gré en douce. Par exemple, neutraliser l'opposition des années avant à travers une répression exemplaire contre le MRC pour tuer toute idée de contestation chez les opposants. Ils avaient d'ailleurs préparé une note de dissolution du MRC. Nous parlons bien d'un texte qui allait dissoudre le MRC. Ils n'attendaient qu'une opportunité pour le signer. Ce sont les modérés qui avaient sauvé le MRC. Bref, à travers la répression contre ce parti, ils espèrent en 2025 la terrorisation de toute l'opposition. Ils préparent aussi le musellement ou l'auto-musellement des médias à travers un acharnement exemplaire contre Equinox et avoir des assurances qu'ils pourront faire leurs choses en 2025 ou leur gré à gré avec une presse complètement mutilée et plongée dans la peur. La reddition de la presse engagée. Ces gens ne sont pas bêtes. Lorsqu'ils veulent conserver le pouvoir, ils ont tout le haut sens de l'anticipation. Lorsqu'ils décident de nous filer, de nous enlever, c'est pour nous filer un châtiment exemplaire, un chromatisme exemplaire pour dire aux autres que c'est lui qui va encore tenter, on va bien le massacrer. Tout ceci pour terroriser, pour montrer qu'il frappe mal. C'était pour avoir un 2025 ou une situation de gré à gré sans des longues bouches comme les nôtres, tuer la société civile. Aujourd'hui, c'est le rédac. On parle d'un problème de financement. Nous pouvons affirmer ici que ce n'est qu'un prétexte. Nous pouvons aussi dire que les sanctions contre la plupart du reste des ONG, c'est juste pour masquer la honte d'un grossier règlement de compte. Si l'Agence nationale d'investigation financière était tant sérieuse et rigoureuse, presque tout le gouvernement serait aujourd'hui en prison. Si presque tous les directeurs généraux, si presque tous les gestionnaires de crédit, civils, policiers, gendarmes et militaires seraient aujourd'hui tous en prison. Si plusieurs organisations comparses du régime sont aujourd'hui suspendues. La NIF peut-elle nous parler aujourd'hui du financement de la promotion du film sur Paul Biya? La NIF peut-elle nous parler aujourd'hui du financement du mouvement des franquistes, dont les histoires de financement c'est juste du pipeau, un prétexte pour masquer un grossier vieux projet. C'est depuis des années qu'ils veulent fermer le rédac. Cette suspension est juste la moindre sanction par peur pour les modérés. Les fondamentalistes veulent fermer le rédac depuis. D'ailleurs, les dirigeants du rédac le savent. Nous-mêmes, nous le savons depuis des années qu'ils attendent le bon moment pour agir et avec le même prétexte de financement. C'est le passage du Cameroun devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU pour excès de torture qui a donné le courage aux décideurs. Ajoutez à cela l'affaire Maître Tamfou à Douala. Ceux qui croient encore à l'argument du financement doivent savoir que les fondamentalistes pourchassent le rédac depuis. Le siège du rédac a déjà subi plus de 6 cambriolages. Le siège du rédac a déjà été incendié. La directrice exécutive du rédac a souvent été physiquement persécutée jusqu'au viol en 2013 d'une de ses filles mineures. Nous parlons bien de viol par des gens qu'elle a souvent désignés. Entre-temps, les bourreaux n'ont jamais été inquiétés, dont l'affaire de financement n'est qu'un modèle, n'est qu'un voile. Il s'agit par ailleurs d'un châtiment exemplaire pour préparer 2025 et éventuellement leur situation de gré à gré. Ils veulent que lorsqu'ils violeront les droits de l'homme en 2025, dans leur propension à la fraude électorale, qu'il n'y ait personne pour dénoncer ou alerter la communauté internationale. Et l'équipe pourrait être violentée en 2025 ou après, si ce ne sont pas ces mêmes opposants leaders de la société civile qui sont aujourd'hui indifférents ou se moquent simplement du rédac. Continuez de rester indifférents, continuez de rire. Bonne journée.